Et si tu te rendais compte que ta fille peut voyager dans le passé et que c'est elle qui a foutu en l'air la vie de ton ex, que tout le monde prenait pour une folle? Ça t'intrigue? Reste un peu et tu vas découvrir un film qui vaut vraiment la peine d'être vu au moins une fois dans sa vie. Salut tout le monde et bienvenue sur Mikiscope, ta chaîne 100% ciné sur laquelle je fais un inventaire des meilleurs films d'art et d'essai. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du film Les 5 Diables, écrit et réalisé par Léa Missius, une cinéaste française. En co-scénarisation, on retrouve Paul Guillaume, qui est aussi le chef-op de ce film. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais dire quelques mots sur le titre pour en décortiquer la signification. Les 5 Diables, ce sont à la fois le lieu où se passe l'action, et les 5 personnages du récit. Léa Missius a choisi ce titre parce que le mot diable lui évoque le conte, ce qui fait basculer immédiatement dans un registre non naturaliste. Elle a été marquée par le roman La mare au diable de George Sand, qui renvoie à sa fascination pour les étangs et pour les lacs. Les 5 Diables, c'est avant tout l'histoire de Vicky, une petite fille de 8 ans qui a un don. Elle sait reproduire les odeurs des choses et des gens qu'elle collectionne dans des bocaux qu'elle cache dans sa chambre. Elle extrait en cachette l'odeur de sa mère, Joanne, à laquelle elle voue un amour exclusif et presque maladif. Un jour, sa tante Julia fait irruption dans leur vie. Vicky recrée l'odeur de sa tante, qui devient magique, et la transporte dans le passé, où elle découvrira les mystères de sa famille, de son village et de sa propre existence. À travers les yeux de Vicky, les spectatrices découvrent qui était sa maman, qui elle aurait pu être et qui elle va s'autoriser à devenir. Alors pourquoi ce film et pas un autre? Passons aux 3 points clés. Premièrement, parce que sous les couverts d'une banale histoire d'amour entre Julia et Joanne se cache une extraordinaire et glaçante quête de soi et de vérité, vue à travers les yeux de la petite fille. Deuxièmement, parce que la photo en 35 mm de perf, qui donne cet aspect granuleux à l'image, ajoutée à la bande-son électrisante, transporte immédiatement les spectatrices dans ce monde empreint de magie. Et troisièmement, j'adore ce film parce qu'il s'ancre dans le cinéma des sens, du corps, des rêves et du souvenir. Il propose des réponses aux questions comme comment filmer les odeurs et comment parler d'invisible. Les spectatrices sont plongées dans l'univers du film, c'est-à-dire la diégèse, par des images du passé qui prendront toute leur ampleur vers la fin du film. Ces images sont immédiatement suivies d'un plan où la petite Vicky se réveille en sursaut, comme si les images précédentes avaient en fait été une partie du rêve qu'elle faisait. C'est comme une sorte de prémisse qui donne un indice majeur sur le dénouement du récit. Ces images sont suivies d'un long plan en mouvement qui part des airs et se rapproche de plus en plus du village dans lequel le récit va se déployer. C'est une sorte d'initiation au lieu et on peut remarquer plein de présages dans ces simples plans de début. L'histoire se passe dans un petit village éloigné de tout, dans une sorte de vallée avec un lac et une montagne qui la surplombe. De par sa hauteur et sa proximité relative avec le ciel, la montagne est considérée comme le symbole de la quête de soi, mais aussi comme le lieu de la rencontre avec le sacré. Ces éléments sont clairement présents dans la narration du film, qui est en quelque sorte la reconstruction du passé de la mère à travers les yeux de Vicky. Et cette rencontre avec le sacré, c'est en fait la contamination du monde réel par le monde fantastique. Il y a un truc magique, voire féerique avec ce lac et cette montagne. Le tout sur une bande-son assez malaisante, avec le morceau absolument incroyable de Jill Scott-Heron, Me and the Devil, remixé avec une voix de femme, dont le titre renvoie évidemment à celui du film. Il y a dans ces images un focus court qui rend le background d'un flou artistique un peu impressionniste, qui me rappelle les peintures de Monet par exemple, et surtout qui accentue cette impression que les personnages vivent dans un endroit irréel et fantastique. Un autre élément intéressant à relever dans ce film est le haut degré d'ironie dramatique présente dans la relation mère-fille. L'ironie dramatique, selon Yves Lavandier, est le procédé qui consiste à donner aux spectatrices une information qu'au moins l'un des personnages ignore, donc à donner aux spectatrices de l'avance par rapport à un personnage ou plusieurs. En l'occurrence, il arrive pas mal de choses peu agréables à Vicky en l'absence de sa mère, comme par exemple la collègue de sa mère dont le visage est brûlé par le feu, qui lui fait peur avec une grimace.
ou encore les petites filles qui viennent la harceler et l'insulter de brosse à chiottes. La mère arrive à chaque fois après ces altercations et trouve juste les réactions de sa fille bizarres, parce qu'elle n'a pas le contexte de ce que celle-ci vient de vivre. Pourquoi tu t'enfermes ? Tiens. Tout le film est construit autour d'un mystère, qui est d'abord celui qui s'articule autour du personnage de la sœur du père de Vicky, Julia. Pourquoi son arrivée est aussi gênante ? Et chaque scène qui suit est comme une pièce d'un puzzle qui viennent s'ajouter une à une jusqu'à l'éclaircissement final où les spectatrices comprennent, à travers les voyages dans le temps de Vicky, pourquoi toutes ces tensions sont présentes au présent, c'est-à-dire cette idée de vie manquée. Les spectatrices prennent la mesure avec laquelle un événement peut changer le cours d'une vie, l'effet papillon, et on voit tout ça à travers les yeux de Vicky. Le voyage commence véritablement au moment où elle arrive à recréer dans un bocal l'odeur de Julia. Elle sent la concoction et s'endort brusquement, comme prise par des forces maléfiques. Donc d'un côté, les spectatrices sont invitées à participer activement par l'ironie dramatique et savent que quelque chose se trame, et de l'autre, elles restent dans l'obscurité de ce mystère qui plane en tension, tenu en haleine par la curiosité. Il y a un accent très fort qui est mis sur la sensorialité, poussé jusqu'à pratiquement donner vie à cette montagne et à ce lac. Et ça passe non seulement par des inserts répétés des plans de ceux-ci, mais aussi et surtout par la bande-son qui les rend palpables. La BO de ce film se compose de musique préexistante et de la composition de Florencia Di Concilio, qui sont à la fois en équilibre et en opposition dans ce film. La musique est très sombre, très primitive, très inquiétante, très concrète, et elle contribue à cette ambiance anxiogène, avec des ajouts de sons dissonants d'animaux, de vaches et d'oiseaux, de cloches et de percussions. Il y a donc cette musique de film fantastique qui remue l'inconscient, en contraste avec les autres musiques comme Total Eclipse of the Heart ou encore It Should Have Been Me d'Yvonne Ferr. La sensorialité passe aussi par la réflexion autour du comment filmer les odeurs. Les sens convoqués sont évidemment l'odorat, à travers les voyages qui sont possibles grâce à la magie des odeurs, et puis la vue, non seulement à travers les regards singuliers des comédiennes et comédiens, mais aussi à travers la vision des scénettes clés du passé qui déterminent la réalité au présent. La sensorialité se retrouve aussi à des moments comme celui où Vicky rend la créole que sa mère a perdue 10 ans auparavant et qu'elle commence à se douter qu'il se passe quelque chose de louche. L'arrivée de la sœur se fait à travers le lac et la montagne et un plan hyper malaisant du taxi. Son arrivée est hypée par un retardement du dévoilement de son visage et par des notes de piano aiguës qui accentuent la sensation de malaise. Les spectatrices voient d'abord la famille plantée de manière super formelle comme un comité d'accueil formé par des servitrices dans Downton Abbey. C'est un film sur l'amour, sur l'amitié, sur la jalousie, sur la relation mère-fille, sur les décisions de la vie, sur l'effet papillon, le tout dans un monde fantastique où tout est possible. Ce que j'aime dans ce film, c'est justement ce côté fantastique qui vient ajouter un côté doux sous couvert sulfurique. Il y a véritablement des scènes pépites, comme le flashback de la mère quand sa fille lui rend la créole, ou encore le père qui éclate en sanglots alors que Vicky le réconforte, qui joue vraiment sur la corde sensible des spectatrices par la beauté non seulement au niveau des images, mais aussi au niveau de la pureté de l'émotion transmise. Ce film, c'est comme un jeu pour les spectatrices, dans le sens où il y a une participation active qui est nécessaire pour comprendre les limites et les règles du monde fantastique. Il y a l'idée de la magie, de la petite fille qui est un personnage burlesque et inquiétant, et qui sert aussi de leitmotiv des voyages dans le passé. Un point super intriguant, c'est le fait que Julia ne parle pas du fait que c'est Vicky qu'elle voyait apparaître dans sa jeunesse. Ma théorie, c'est qu'elle l'a remarqué sur la photo de famille que la mère lui a envoyée pour Noël, que Vicky retrouve en fouillant dans ses affaires, et qu'elle a eu un choc, son choc principal, à ce moment-là, quand elle a ouvert la carte. Ou alors c'est juste un autre élément de magie. Le début, aux apparences qui s'approchent du réalisme, est très vite suivi d'une ambiance énigmatique et les décors posent très vite les piliers du film de genre.
Pour regarder Les 5 Diables, vous pouvez le louer pour seulement 5 balles sur Sooner.be et les plateformes habituelles. Peut-être que vous trouverez des prix plus avantageux. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous n'avez pas kiffé mais que vous voulez me soutenir, vous pouvez me lâcher un petit pouce vers le haut et commenter le titre d'un film dont vous aimeriez que je parle dans une prochaine vidéo. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner. En attendant, je vous dis à la prochaine avec une nouvelle vidéo.